Mais d'abord, ce sont les 4 vérités. Ce matin, Caroline Roux reçoit Marine Le Pen. Oui, Marine Le Pen qui a accéléré un petit peu le tempo de sa campagne pour ne pas laisser le champ libre à la dynamique Fillon, la candidate du Front National, toujours à la recherche de fonds pour financer sa campagne. Bonjour, Marine Le Pen qui est déjà en train de commenter mes propos sur la dynamique Fillon. On va en parler de la dynamique Fillon. Jean-Luc Mélenchon appelle les banques à avoir, je cite, pitié du Front National. Il considère que les banques n'ont pas à faire d'ostracisme vis-à-vis du Front National et donc à vous prêter les fonds nécessaires. C'est un allié plutôt inattendu. C'est une vraie question de fond, c'est une vraie question démocratique. À partir du moment où le système bancaire français se considère comme un acteur politique qui peut décider à qui il va prêter et à qui il refusera de prêter en gênant donc sa candidature, ça pose, je trouve, un problème de fond. Et c'est vrai qu'on s'étonne de voir M. Mélenchon arriver à trouver des prêts, semble-t-il, sans difficulté. On s'étonne de voir l'UMP soutenu par les banques, puisqu'ils ont 80 millions d'euros de dette, et ça dure depuis des années et des années, et que notre campagne ne puisse pas trouver un accès tout à fait légitime. Pourquoi? Quel est l'argument que vous donnent les banques? Est-ce que vous avez eu, par exemple, M. Bonafé au téléphone, M. Perrol de BPCE, M. Oudéa de la Société Générale? Mais bien sûr, j'ai même demandé un rendez-vous à M. Oudéa par 2 fois. Et il m'a répondu qu'il n'entendait pas me recevoir. Je n'ai eu que des réponses négatives. Il a le droit de refuser de vous voir. Oui, mais bien sûr, il a le droit. Mais nous sommes dans une démocratie dans laquelle, encore une fois, les banques ne peuvent pas jouer un rôle politique en décidant qui a le droit de se présenter et qui n'a pas le droit de se présenter. Voilà. Parce que les banques, elles sont bien contentes quand même de trouver les aides lorsqu'elles sont en difficulté et se tourner vers l'État. L'État, c'est l'émanation des Français, de tous les Français, je le rappelle, y compris du tiers des électeurs que je représente. Peut-être qu'ils ne sont pas enthousiasmés par la sortie de l'euro, par votre programme économique? Ah, très bien, très intéressant ce que vous dites, Madame Roux. Donc vous considérez qu'il est normal que les banques empêchent une candidature au motif que les propositions qui sont faites par tel ou tel candidat vont au bénéfice du peuple, mais au détriment des banques? Très intéressant. Non, mais très intéressant de noter cela. Eh bien, ça veut donc dire que vous confirmez ce que je pense, à savoir que le système se coalise pour tenter d'empêcher la campagne de se dérouler dans des conditions correctes, parce que la seule candidature qui gêne le système, c'est donc la mienne. Est-ce que ça vous interroge? L'ensemble des autres candidats, y compris ceux qui risquent de faire moins de 5% et de ne pas être remboursés, eh bien, ont trouvé des prêts bancaires. Est-ce que ça vous interroge sur ce qu'est encore le Front National? Je vois que vous avez le petit logo de votre campagne, de la France apaisée, de la campagne de Marine Le Pen. Est-ce que ça vous interroge sur ce qu'il vous reste à faire comme chemin, non pas pour être accepté par le système, parce que peut-être que c'est pas ce que vous voulez, mais pour pouvoir faire un prêt comme les autres, pouvoir être un parti comme les autres? Mais ça me confirme, mais j'ai pas envie d'être comme les autres. C'est-à-dire, encore une fois, soumis au système. Mais ça me confirme dans l'idée que le système est profondément antidémocratique et qu'il usera de tous les moyens à sa disposition pour tenter de mettre des obstacles devant une candidature qui clairement est la candidature au nom du peuple français et contre les intérêts particuliers, contre les intérêts catégoriels que le système sait si bien défendre. Mais est-ce que ça ne raconte pas l'idée qu'il y a toujours un plafond de verre avec le Front National? Alors, il n'y a plus la question des signatures, ça c'est derrière vous. Mais il y a toujours le problème du financement d'une campagne qui vous oblige à aller taper parfois la porte de banques étrangères. Madame, on ne va pas passer 3 quarts d'heure là-dessus. J'ai aucune inquiétude. C'est important. Moi, je vais dire aux Français une chose. Oui. Je serai là. Je suis candidate. Ils pourront voter pour moi. Et vous aurez les fonds. Ils pourront défendre leurs intérêts. Et qu'ils ne s'inquiètent pas de cela. Moi, en tout cas, je n'ai pas d'inquiétude. Mais encore une fois, cet événement est assez révélateur que de Mélenchon à Nicolas Dupont-Aignan, tout le monde arrive à trouver des prêts bancaires. Mais que Marine Le Pen, elle, semble gêner considérablement le système. François Fillon, on en parlait avant de commencer cette émission. Vous aviez annoncé une entrée en campagne en février. La victoire de François Fillon qui fait figure de favori, en tout cas si on regarde encore les sondages de cette présidentielle, vous oblige-t-elle à entrer en campagne plus tôt? Vous aviez dit c'était février.
Et puis on vous a vu sortir du bois plus tôt. Oui, j'étais impatiente. Oui. J'étais impatiente quand on me connaît, quand on connaît mon caractère. J'étais impatiente d'entrer dans cette campagne. Donc j'ai suivi mon instinct et je suis entrée dans cette campagne au moment où il me semblait nécessaire de le faire. Vous avez été un peu bousculé par la dynamique Fillon? Mais il n'y a pas de dynamique Fillon, Madame Roux. Vous pourrez le répéter 30 fois que ça ne créera pas une dynamique. Au contraire, il y a même un tassement de la campagne de M. Fillon, qui d'ailleurs a disparu des écrans totalement, qui ne fait pas campagne et qui est embourbé en même temps dans un programme qui est un programme extrêmement brutal à l'égard des Français et embourbé dans des équipes qui manifestement n'arrivent pas à travailler ensemble pour une raison simple, c'est que personne ne pense la même chose au sein de ces équipes. Est-ce que vous avez été choqué de l'entendre dire à propos de sa réforme de l'assurance maladie pour justifier ses choix qu'il était gaulliste et catholique? Et chrétien. Et chrétien. Oui, ça a créé, vous vous rendez bien compte, un sentiment de malaise. Hein. Un sentiment de malaise parce que les Français sont évidemment très attachés à leur foi, à leurs croyances religieuses lorsqu'ils en ont. Mais l'utilisation de cette foi, c'est l'utilisation opportuniste de cette foi. Oui, opportuniste pour se défendre d'une critique politique. Je trouve que c'est en même temps profondément contraire à la laïcité, donc contraire aux valeurs qui sont les nôtres, et éminemment contestable. Qu'est-ce qui vous choque le plus? Qu'il y ait une arrière-pensée électoraliste ou alors l'idée de justifier des choix politiques par ses convictions religieuses? Je pense que c'est justifier les choix politiques par les convictions religieuses, car comment allons-nous lutter contre le communautarisme, Madame Roux, si nous lançons ce signal-là? Comment allons-nous nous opposer à ceux qui demain voudront faire de la politique au nom d'une religion, comme par exemple l'islam, si M. Fillon utilise ce type d'argument sur la sécurité sociale? Parce qu'en réalité, il s'agissait pour lui de se défendre d'une critique tout à fait justifiée qui était faite sur la brutalité de son projet qui consiste à casser la sécurité sociale. Prenons un exemple, là, on est en pleine grippe. Il se passera quoi si M. Fillon mettait en place son projet? Il n'y aurait plus de remboursement des frais liés à la grippe, de la vaccination pour les personnes âgées. Tout ceci, évidemment, rompt totalement avec le système de protection sociale auquel nos compatriotes sont attachés. Un mot sur Trump. Vous êtes invité à l'investiture de Donald Trump? Non, mais je n'ai pas de raison non plus de l'être. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez l'ambition de le rencontrer avant d'ailleurs la présidentielle ou pas du tout? Non, mais permettez-moi, au-delà de ces considérations qui ont en fait peu d'intérêt, ce qui est très intéressant, c'est ce que M. Trump est en train de faire en ce moment. Il est en train de mettre en place les mesures pour lesquelles je plaide depuis des années et dont on m'a toujours dit, dans la classe politique et médiatique, qu'elles étaient impossibles à mettre en œuvre. On va dire ce que c'est. Il a fait plier les constructeurs automobiles américains. Il les rapatrie. J'allais le dire. Il met en place un patriotisme économique, un protectionnisme intelligent. Il dit aux constructeurs américains, si vous voulez aller faire vos voitures à l'étranger, construire vos voitures à l'étranger, alors vous paierez une taxe en les réimportant aux États-Unis. Ce que je veux, c'est que vous relocalisiez vos usines aux États-Unis. Donc vous dites la même chose à Renault, de fermer les usines au Maroc et de produire en France, ou des usines en Slovénie? Il a obtenu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volontarisme en politique peut beaucoup. Et oui, ça ne me choquerait pas, bien au contraire, d'expliquer aux entreprises françaises qu'elles ne peuvent pas impunément échapper à l'impôt qu'elles devraient verser en France, qu'elles ne peuvent pas impunément délocaliser leur production en créant les conditions ou en aggravant les conditions d'un chômage de masse, et qu'il va falloir faire des choix, le choix du patriotisme économique. On paiera les voitures plus chères? Mais non, on ne les paiera pas plus cher parce que, croyez-moi, il y a beaucoup d'entreprises qui, de fait, relocaliseront en France et, par conséquent, permettront d'offrir en même temps des voitures de très bonne qualité, car nos industries sont des industries performantes, à des prix acceptables, mais en contribuant à la création de l'emploi national. Donc vous avez retenu 2-3 éléments de la méthode Trump. Non, j'ai envie de dire qu'il met en œuvre ce pourquoi je plaide depuis maintenant des années. Merci beaucoup Marine Le Pen, c'est à vous William. Oui, Caroline, à demain.